Bon, en gros, dans les Real World Assets, il y a deux catégories. Tout ce qui va être protocole de crédit privé avec Maple, TrueFi, Goldfinch, Centrifuge, et tout ce qui va être Flatcoin. Donc en gros, un Flatcoin, c'est un stablecoin qui est adossé à quelque chose de tangible qui génère du rendement. On peut détenir un stablecoin, il est adossé à l'or, à quoi que ce soit, et ça nous permet d'avoir du rendement. Donc là, c'était les Ondo et RSR. Il y avait ces deux catégories-là qui étaient assez distinctes. Sauf qu'en fait, les catégories ont un peu changé. En gros, dans les Flatcoins, ça marche pour RSR, mais en fait, les produits de Ondo, c'est simplement des stablecoins qui génèrent du rendement avec un déploiement du capital après derrière sur les bons du Trésor américain. Donc c'est pas un Flatcoin de sa définition pure. On s'en fout un peu, mais c'est important parce que du coup je fais des analyses comparatives et soit je compare cette catégorie entre elles et cette catégorie entre elles, mais vu que les choses sont en train de se mélanger, ça va changer un petit peu ma manière d'analyser les choses. Si on regarde, Maple a maintenant aussi son propre stablecoin à rendement qui s'appelle le Syrup USDC, qui est top 3 des stablecoins à rendement. Donc en fait, concrètement, que ce soit Maple ou Ondo, on a des vecteurs de rendement qui sont différents, mais c'est à peu près le même besoin. Et du coup, on arrive à un stade où il y a 3 vecteurs de rendement principaux. On va pouvoir faire du rendement avec des bons du trésor à faible risque, c'est le cas de Ondo. On va pouvoir faire du rendement en touchant des intérêts sur des prêts qui sont surcollatéralisés, souvent à des emprunteurs institutionnels qui sont qualifiés, qui sont sélectionnés par Maple, c'est le cas de Syrup. Ou on peut le faire aussi avec des rendements qui sont touchés en déployant le fameux Syrup USDT ici, sur des protocoles DeFi, des Pendle, Morpho, Camino, etc. Donc c'est Maple aussi, mais c'est une méthode un peu plus complexe. Donc en fait, maintenant, on n'a plus ce système où on scinde les deux côtés dans les Real World Assets, on les met tous dans le même paquet. Maple, TrueFi, Goldfinch, Ondo, Sky, qui est l'ancien MakerDAO, Ethena et compagnie. On va les appeler des protocoles de gestion de capital on-chain. Et ça va changer pas mal de choses parce que du coup on les analyse tous avec les mêmes data, on les met tous dans le même panier. C'est important de garder en tête qu'ils ont une approche différente pour générer du rendement, mais que dans nos analyses, on va les prendre ensemble. Bref. C'était important à savoir. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ça, c'est un tableau que je vous avais fait, je crois qu'il y a la date, en avril 2025, voilà, où je mesurais l'évolution des différentes métriques de ces projets de crédit privé, donc Syrup, Centrifuge, Goldfinch et TrueFi. Et je vous avais fait des pourcentages pour chaque métrique, donc la TVL, l'évolution de la TVL, le capital emprunté, etc. Ça m'avait pris beaucoup de temps. Mais globalement, on avait vu une chose, c'est qu'on avait pu faire un classement, qu'en fonction des métriques fondamentales, on avait en premier Maple et Syrup dans la croissance de ces métriques-là. Ensuite, on avait Centrifuge, puis Goldfinch et TrueFi dans le classement. Ok, ça c'était en mode avril. Maintenant, regardez l'évolution des prix de ces 4 tokens depuis le mois d'avril, donc depuis cette zone-là à peu près, depuis que j'ai fait la vidéo. Qu'est-ce qu'on a comme classement? Numéro 1, Syrup, numéro 2, Centrifuge, numéro 3, Goldfinch, et ensuite TrueFi. Le classement est exactement le même que le classement que je vous ai fait en termes fondamentaux. Ça veut dire une chose, c'est que dans ce narratif, les métriques fondamentales se reflètent sur le prix. C'est pas un hasard si on a ce classement et qu'après, le prix va dans la même direction. Et donc, c'est ce qu'on va continuer de faire pour la suite dans les analyses comparatives parce que c'est ce qui marche, surtout pour ce narratif. Donc maintenant, si on regarde pour le même narratif, le même tableau, mais maintenant, au mois de juillet, 3 mois plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Que globalement, Syrup est hyper leader de son narratif. Ils ont explosé leurs métriques, ils sont en croissance totale, même avec le fait que le prix ait évolué en termes de métriques fondamentales, ils sont loin devant, et on a globalement toujours le même classement, avec derrière Centrifuge qui est OK, et Goldfinch et TrueFi qui sont en train de complètement ramer, surtout TrueFi. Il y a une métrique sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est celle-là, la profondeur de marché totale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le marché est maintenant 7 fois plus profond pour Maple en un trimestre. 7 fois plus profond, ça veut dire que les market makers ont multiplié par 7 leur inventaire en Syrup. Donc les exchanges, les market makers, etc., tous ceux qui proposent des Syrup, ils se sont dit, ok, il y a tellement de demandes qu'il faut qu'on en ait beaucoup plus. C'est comme si vous avez un magasin de fruits et légumes, vous voyez que tout le monde achète des pommes, vous allez vous dire, il faut que j'ai beaucoup plus de pommes en stock parce que j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui viennent acheter mes pommes et je leur dire, en fait, j'ai plus de pommes. C'est exactement la même chose. Donc ça reflète un énorme intérêt de marché, en plus du fait que maintenant, le marché est beaucoup plus profond, donc des gros portefeuilles vont pouvoir venir se positionner dessus. C'est une excellente nouvelle. La profondeur de marché, c'est très important les gars. Et donc si on regarde maintenant qui est le plus liquide, bon on a Ena et Ondo forcément qui sont encore des gros mastodontes, mais Syrup qui est passé 3e en termes de liquidité et de profondeur de marché. Maintenant si on prend notre tableau et qu'on rajoute tous les autres protocoles, donc tout ce qui va être Ondo, Sky, Ena, etc. Qu'est-ce qui se passe? On voit que Syrup possède 17% des parts de marché de la TVL de tous les protocoles de gestion on-chain, et derrière on a Ena et Sky qui ont tous les deux 70% du marché avec leur stablecoin à rendement ici. Ah, j'ai fait une erreur dans l'écriture du tableau. On voit que Centrifuge a 32% des parts de marché et Sky en a 2, c'est l'inverse.
c'est Sky qui a 32% des parts de marché et Centrifuge qui en a 2. Sauf que, ok, Sky et Ena sont bien, mais nous, on veut de la croissance. Et ce qu'on voit, c'est que sur le dernier trimestre, Maple a doublé ses parts de marché ici. La dominance de Maple a fait x2 sur le dernier trimestre. Donc dans l'état actuel de l'offre, les produits de Maple attirent bien plus le marché que Ondo, qui a stagné sur la même période, même si Ondo a cette réputation de leader de narratif qui est très très confortable aussi. Donc on va voir comment ça évolue avec la suite des produits. Donc dans notre classement, on a Maple qui est premier en termes de croissance, toujours. Ondo qui est deuxième, ensuite on a Sky, puis Centrifuge, puis Goldfinch, Ena et Truefy qui est bon dernier. Mais la question, c'est concrètement pourquoi est-ce que Maple a doublé ses parts de marché ce trimestre? Je pense que c'est pour une raison très simple, c'est que le rendement est plus prédictible et beaucoup plus stable. En fait, même dans tout le bordel qu'on a eu en début d'année, le rendement de Maple a toujours été le plus haut et le plus fiable de tous les compétiteurs. Regardez le StyleUp USDC ici en violet, qui est toujours au-dessus. Des institutionnels, parce que c'est des institutionnels qui se positionnent sur ce genre de produit, elles recherchent toujours le rendement le plus intéressant par rapport au risque. C'est le rendement par rapport au risque, le risk-reward. Et donc, si le rendement est plus prédictible qu'ailleurs, ça devient par défaut beaucoup plus intéressant pour ce type d'acteurs. Et donc, ils peuvent prédire les rendements qu'ils généreront sur leur capital et pour celui de leurs clients. Et ça, c'est une très bonne chose. Et c'est pour ça que Maple est aussi attractif. En début d'année, le seul point noir que je voyais pour Maple, c'était sa liquidité, je vous en avais parlé. Mais aujourd'hui, il est troisième de son secteur d'après notre indice de dominance de la liquidité, avec Ethena qui est bien devant et Ondo. Et je le vois bien remonter tranquillement, voire se rapprocher de Ondo en fin Q3 si le projet montre une grosse force de croissance. La dette américaine, le tourbillon infernal. Il y a un rapport qui est sorti là sur les dépenses du gouvernement américain sur le mois de juin. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Et il y a un petit truc qui est un peu noté, genre dans des petites lignes comme ça qu'on voit vraiment pas au premier abord, et je pense que c'est un peu voulu. Plus de 27% des revenus du mois de juin du gouvernement américain ont été consacrés uniquement à rembourser les intérêts de la dette. 27,5%. C'est plus que le budget pour la santé, c'est plus que le budget pour la défense. La dette est en train de devenir un fléau absolu. En fait, le problème, c'est qu'on a eu deux événements d'hyperinflation monétaire beaucoup trop serrés entre eux. Il y a eu 2008 et 2020. Où du coup on n'a pas eu le choix en fait. 2008, les banques ont fait n'importe quoi, et donc on s'est retrouvé dans une période où on était obligé de remettre de l'argent dans tout ça, parce que sinon c'était une crise beaucoup plus mondiale qu'elle ne l'a été. Ça a été une crise mondiale horrible, mais ça aurait été encore bien pire. Et 2020, Covid, forcément il a fallu mettre de la relance, donc ils ont imprimé comme des fous furieux. Le truc, c'est que les prochaines années vont être les années où on subit les conséquences de tout ça. On peut rajouter aussi le fait qu'il y a une guerre politique derrière tout ça, le fait d'avoir le contrôle du dollar, forcément si tu imprimes comme un malade mental, ça fait que tu as de la liquidité va plus vers les actifs. Quand tu es en conflit ouvert contre la Chine pour le monopole de qui serait la plus grosse puissance mondiale, t'es quand même content quand tu te rends compte que en fait, tes actifs montent, parce que du coup il y a des capitaux qui viennent vers tes entreprises. Et c'est aussi pour ça, faut pas se leurrer. Il y a cette guerre où les États-Unis ne veulent pas non plus que le capitaux aille en Chine, et du coup, le fait de pouvoir imprimer, tu bouches un peu le trou à court terme, parce que tu te retrouves dans une situation où il y a le chien qui vient d'ouvrir la porte, c'est terrible, je pense qu'il y a plus de luminosité, bougez pas. Ok, c'est bon. Du coup, je disais, tu te retrouves dans une situation où, oui, tes capitaux restent dans ton pays parce que tu as imprimé comme un malade. Donc la dette est un fléau colossal. Concrètement, il va se passer quoi ? La dette, faut pas se leurrer, la dette est impossible à rembourser. Ça sert à rien de vouloir, couper les dépenses ou quoi. J'avais fait une vidéo là-dessus. En fait, c'est complètement impossible. Parce qu'en fait, je vais pas revenir complètement là-dessus. Je crois que j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans un podcast. Pourquoi c'est complètement impossible concrètement ? Parce que en fait, il y a plein d'enjeux. Imagine que là, tu as une dette de fou. Donc, tu es un gouvernement et tu te dis, vas-y, on va couper tout ce qui va être les budgets de relance. On va couper les dépenses. On va augmenter les impôts parce qu'on veut gagner plus. Il y a plein d'enjeux. Les deux principaux enjeux, c'est en interne et en externe. En interne, au bout d'un moment, ton peuple, il est pas hyper content parce que tu payes plus d'impôts, il y a moins de plans de relance. Je leur dis, non, mais les mecs, c'est pour rembourser la dette. Ouais, sauf qu'aux prochaines élections, ils vont faire quoi ? Ils vont voter pour le mec qui va dire,
ça suffit ces conneries, arrêtons de vouloir rembourser la dette à tout prix, je vais vous proposer des meilleures conditions. Donc, en fait ton plan il peut durer que 5 ans, sauf que tu rembourses pas la dette en 5 ans, et de l'autre côté, si toi tu te prives, tu diminues ton budget d'armement, de développement, etc., bah t'as d'autres pays qui, eux, peuvent imprimer, ou en tout cas contrôler l'émission de leur monnaie correctement, et de leur dette, et derrière, te dépasser. Et donc quand tu es les États-Unis, tu ne peux juste pas rembourser la dette. La dette est impossible à rembourser. Et du coup, la seule façon de ne pas avoir de crise de la dette, c'est en imprimant toujours plus d'argent pour diluer cette dette à l'intérieur d'une montagne de monnaie qui vaudra de moins en moins d'argent. Vous avez déjà vu, je vais essayer de l'afficher à l'écran, l'image du dollar qui est en train de brûler depuis les années 1900. Donc si vous regardez cette magnifique charte dans les années 1900, si on compare en équivalent dollar par rapport à l'or, maintenant, si je dis pas de bêtises, le dollar vaut à peu près entre 1 et 2% de ce qu'il valait par rapport à l'or dans les années 1900. Donc d'ailleurs, quand on regarde Peaky Blinders et qu'on parle de 1 million, c'est pas du tout la même valeur qu'un million que de maintenant. Donc la monnaie est en train de se faire diluer, mais comme un shitcoin. Vraiment, c'est assez impressionnant. Et on va être obligé d'imprimer encore plus, parce que au bout d'un moment, t'as un pays à tenir. Et du coup, pour contrer ça, Bitcoin va devenir absolument incontournable pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on va imprimer massivement, donc la liquidité va forcément se déverser sur les actifs, Bitcoin en premier, et Bitcoin est l'actif qui dépend le plus de la liquidité. Parce que Bitcoin a cette capacité où c'est pas un stock américain, c'est pas le Nasdaq ou quoi que ce soit, Bitcoin dépend de la liquidité mondiale. Et peu importe d'où elle vient, qu'elle vienne de France, de Chine, de Russie, d'Antarctique, de Mars, c'est quoi l'étoile à côté, Proxima du Centaure, peu importe d'où vient la liquidité, Bitcoin la capte. Et Bitcoin va aussi de plus en plus s'affirmer comme l'actif antifragile qu'il est en train de devenir. Et les gens vont se réfugier sur Bitcoin, comme ils l'ont fait sur l'or dans les années 70. Dans les années 70, regardez la performance de l'or. Avec toute la période post-1970, Bretton Woods, d'évaluation du dollar, regardez la performance de l'or. Il va se passer exactement la même chose avec Bitcoin. Bitcoin devient une sorte d'or numérique et s'affirme comme ça. Et donc en fait Bitcoin a un peu cette double casquette, mais il faut pas croire non plus que ça va se faire dans une paix sans nom. Ça va se faire dans des turbulences, ça va se faire dans des crises. Donc attention, ça va pas être un long fleuve tranquille. Mais accumuler du Bitcoin entre 2020 et 2030 est peut-être l'une des meilleures décisions qu'on puisse faire dans une vie. Depuis une vingtaine d'années, et ça devient de plus en plus proéminent, on n'est plus du tout dans un monde qui est drivé par les capitaux, par la production. On est dans un monde qui est drivé par la dette. La dette et la liquidité sont extrêmement liés. Regardez ce graphique. Historiquement, à chaque fois que le ratio dette par liquidité est à un sommet, donc ici, là, enfin bref, vous avez compris, il y a une crise de la dette. Il y a une crise de la dette parce qu'il n'y a plus assez de liquidité pour soutenir la dette. C'est ça que veut dire cette charte, c'est quand le ratio est haut, ça veut dire que la dette par rapport à la liquidité est beaucoup trop haute et atteint des sommets qui sont beaucoup plus préoccupants. Et si on regarde, depuis 30 ans, toutes les crises ont été des crises de dette par liquidité. La crise des Lehman Brothers en 2008, de l'Eurozone Banking de 1997, elles étaient toutes dues au fait qu'il y avait un niveau de dette qui était beaucoup trop haut par rapport à la liquidité qui est disponible. Et à l'inverse, quand les niveaux sont bas, quand la liquidité est forte dans un environnement de faible dette, c'est là qu'on a des bulles qui se créent. Depuis 2008, dans cette période-là, les banques centrales ont mis une dose complètement démesurée de liquidité dans les marchés financiers pour venir renflouer les crises de 2008 avec les dot-com et un peu plus tard la crise des Covid. Et donc on a eu une énorme période de ratio à taux zéro dans ces 10 dernières années qui ont encouragé du coup tout ce qui est entités et institutions à venir rembourser leurs dettes. Ils ont emprunté du cash à taux zéro et magie, ils ont pu rembourser leurs dettes. Le problème de ça, c'est qu'ils ont quand même emprunté du cash. Et ce cash, ils vont devoir le rembourser un jour. Et donc, vous voyez qu'on a eu cette période énorme là où on avait beaucoup plus de liquidité que de dette, parce qu'on avait des taux zéro, c'est ce qui a fait ce qu'on a appelé la bulle de tout, le boom de tout, où tout performait. Et là, on est en train de remonter un mur de la dette absolument colossal.
Et si on veut pas que ça aille trop pour qu'on ait une énième crise comme ça a été le cas dans l'histoire, ben on doit rembourser cette dette. Et comment on fait pour rembourser cette dette? Ben on la refinance. On la refinance avec quoi? Avec de la liquidité. Et on crée le fameux cercle de la dette par rapport à la liquidité. La dette a besoin de la liquidité parce que pour ne pas avoir un niveau de dette trop haut, il faut qu'on puisse la diluer dans la liquidité. Et donc, à chaque fois qu'on a des dettes qui arrivent à échéance, il faut les refinancer et la liquidité permet de refinancer chaque dette. Dites-vous que 70% des transactions sur Terre sont des transactions qui refinancent une dette. Et dans l'autre sens, la liquidité a aussi besoin de dettes saines. Pourquoi? Parce que 70% des prêts sont backés par des collatéraux. Donc tout ce qui va être marché repo, les prêts à très court terme entre les banques, les collatéraux avec les bons du trésor sont nécessaires pour la liquidité. La liquidité a besoin de la dette a besoin de liquidité. La liquidité, c'est un phénomène qui est cyclique. Un cycle dure à peu près 65 mois. Pourquoi 65 mois? Parce que c'est la longueur moyenne de la maturité de la dette dans l'économie. Il y a beaucoup de dettes qui, dans les marchés financiers, ont des maturités de 3 à 5 ans en moyenne. Du coup, quand on approche de l'échéance, les emprunteurs doivent refinancer leurs dettes, donc emprunter à nouveau. Ce besoin de financement y crée ce qu'on appelle des pics de liquidité tous les à peu près 4 à 6 ans. Du coup, on sait qu'un cycle dure à peu près 65 mois, donc on a une grande descente d'à peu près 32-33 mois et une remontée de 32-33 mois. Ok. Le donning bottom, il était en décembre 2022, donc si on ajoute 33 mois, on arrive en septembre 2025 pour le top théorique de la liquidité. Même si, regardez, dans toutes les zones, ce sont des oscillations pour faire des estimations, mais à chaque fois, la ligne noire, donc la vraie liquidité, n'est jamais exactement à cette période. Et je pense que dans notre cas, on aura un scénario un peu similaire à ça, à cause de la Fed, en grande partie de toute l'incertitude qu'on a eu ces derniers mois. Et regardez, tous les tops de Bitcoin sont liés au top de la global liquidité.